Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer sur RTI2 à la une de l'actualité de ce début de semaine. Après des jours de jeûne, de privation et de pénitence, les fidèles musulmans ont célébré hier l'Aïd el-Fitr, une célébration qui continue ce jour férié, surtout en famille. Le point avec nos reporters dans quelques instants. À l'international, c'est une décision de justice aux lourdes conséquences politiques en France. Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics, un verdict qui compromet sa candidature à la présidentielle de 2027. Merci pour votre fidélité. Célébrée hier, la fête de Ramadan continue chez les fidèles musulmans. Ce lundi férié est l'occasion parfaite pour plusieurs personnes de communier en famille. Les activités reprennent petit à petit. Les chauffeurs de taxis communaux n'arrivent pas à faire la recette habituelle. Voici donc le compte-rendu de Ansita Diarra et Kader Bachil. Après la célébration de l'Aïd el-Fitr, hier dimanche 30 mars, la fête continue dans plusieurs familles musulmanes. Dans cette cour de la commune d'Adjamé, l'aîné de la famille a invité ses frères et leurs épouses à partager un bon repas. Nous tous, on est là pour fêter avec la famille. On vient avec la famille pour fêter. Il n'y a pas de travail aujourd'hui. Mon patron même vient de m'appeler que demain, tout le monde n'est qu'à partir. Je sais que peut-être ça va travailler. Ça se passe très bien. C'est la fête. Je suis en belle famille. Je suis avec ma belle-sœur. La fête continue chez nous. Jusqu'à demain, après-demain, on peut aller vendre maintenant. Pour renforcer la cohabitation fraternelle, Sita Samassi et ses voisines font pareil. Aujourd'hui, c'est le lendemain de la fête. Comme on n'est pas beaucoup aujourd'hui, donc on a fait un peu de manger. On va donner à ceux qui sont dans la cour. Dans le même quartier, les jeunes se sont retrouvés entre frères et amis pour passer un moment mémorable autour de la musique. On profite en même temps du jour férié en même temps pour s'amuser un peu au quartier. Surtout, le soir même, on a prévu un match de gala entre nous-mêmes pour s'amuser encore, quoi. Je souhaite bonne fête à la communauté ivoirienne. Ce que je suis, que Dieu nous donne longue vie, que Dieu fasse que l'année prochaine nous trouve c'est un souffle. Non loin de là, dans ce salon de beauté, les coiffeuses attendent les clientes des dernières minutes. On a beaucoup travaillé. Il n'y a personne pour nous tresser. Après, c'est pour moi. Elle va me tresser aussi. Il y a les clients qui sont venus faire les fossiles, les rajouts, tout ça là. On est venu à 8h, on rentre à 17h et 18h. Comme j'étais un peu occupée par les clientes, à cause ça aujourd'hui là, comme il n'y a pas beaucoup d'hommes, j'en profitais pour venir me tresser. On a eu beaucoup de clientes, en tout cas on a bien tressé. La commune de Cocody baigne dans une autre ambiance. Toutes les grandes voies sont presque désertes. Dans cette gare des taxis communaux, les clients se font rares. Je suis là, ça vaut à peu près 10 minutes, mais il n'y a pas de passagers, donc je patiente toujours. D'habitude quand on arrive, on ne suit pas et puis on s'en va. Mais je vois que c'est un peu long dû à la fête. Et après la fête, là, ça ne va pas du tout. Depuis on est garé, on a fait au moins 1 heure du temps. Il n'y a pas de clients. Aujourd'hui, là, ça ne va pas en tout cas. Mais hier au moins, c'était un peu bon. Ce lundi, de nombreux fidèles musulmans et non-musulmans profitent de ces jours fériés pour s'égayer en famille ou entre amis. L'Aïd el-Fitr, un moment permettant de resserrer les liens familiaux. Il est donc important de vivre ce moment particulier avec ses proches. Toujours à propos de la fête de Ramadan, elle a été célébrée dans la ferveur hier. Les mosquées du district autonome d'Abidjan ont été prises d'assaut par les fidèles musulmans pour la grande prière de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan. Le point avec nos reporters, bienvenue Kwao et Ansita Diarra. Lors de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois de jeûne, les musulmans de la sous-préfecture de Boko, dans le département de Touba, ne sont pas restés en marge de cette célébration. Ils sont sortis nombreux ce jour pour accomplir leur devoir islamique. Au cours de son sermon, l'imam Mohamed Diomandé a prôné la paix, le pardon et surtout la cohésion sociale, gage de stabilité. Il a également exhorté les fidèles à une meilleure éducation des enfants. La prière s'est tenue à la place publique de la mosquée en présence du corps préfectoral et les fidèles chrétiens afin de donner un exemple du vivre ensemble. Jour de célébration de l'Aïd el-Fitr. Ce matin, après la prière au CHU de Trècheville, l'imam a interpellé l'ensemble des fidèles sur la crainte de Dieu après le mois de jeûne. Il nous a permis de terminer le Coran, de faire les prières nocturnes. Ce qu'il faut retenir, nous avons adoré Allah subhanahu wa ta'ala de façon intense. Donc au sortir du Ramadan, on doit garder cela à minima. On ne doit pas faire un abandon total. Une intervention bien perçue par les fidèles. Il faudra toujours être reconnaissant envers Allah. Nous sommes dans un centre hospitalier aujourd'hui.
Il y a des personnes qui étaient bien portantes avec nous, mais malheureusement qui se retrouvent à l'hôpital. Aujourd'hui, nous sommes bien portants, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudra toujours le remercier à tout temps et en tout lieu. J'ai retenu qu'un musulman doit être pieux et respectueux et suivre les règles. Et régner toujours la paix. Je remercie le bon Dieu de la grâce qu'il nous a faite pendant le mois de Ramadan. Et après le Ramadan, on reste toujours pieux et sincère. Les guides ont mis en avant un point majeur, le partage, d'où un moment de distribution de mets à des personnes défavorisées. Le message que j'ai, c'est un message de compassion. Voilà, non seulement nous soutenons les malades matériellement, mais nous les soutenons spirituellement dans la prière. C'est dans cette optique-là que nous nous sommes engagés depuis de nombreuses années à assister les malades tant qu'on peut en fonction de nos moyens de bord. Après des salutations mutuelles, les fidèles ont regagné leurs domiciles respectifs. Parlons solidarité à présent. Les habitants du quartier Williamsville d'Adjamé ont reçu des dons en vivres et non-vivres, de quoi permettre à plusieurs familles de garnir leurs assiettes durant le mois de jeûne et même après. L'élément de Abdoulaziz Daramé est commenté par Assita Diara. Adjamé, quartier Williamsville. Après avoir reçu des vivres et non-vivres offerts par la fondation Mambana Fofana, la population n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude. Nous sommes très satisfaits et nous saluons les donateurs. Puisque le mois de Ramadan, c'est un mois béni et un mois de solidarité. Si l'ONG vient en aide à tous les fidèles, à toute la communauté musulmane, alhamdulillah, donc ça nous va droit au cœur. Franchement, on n'a pas d'autres mots. S'il y avait d'autres mots même pour dire merci, en dehors du merci pour remercier les donateurs, on allait l'utiliser. Mais aujourd'hui, là, nous, on est tellement heureux, on ne peut que remercier tous les donateurs. Cette action est menée depuis maintenant 5 ans par les responsables de la fondation. La fondation vient en aide à les femmes dominées, à les femmes veuves, vraiment aux nécessités, aux pauvres de façon générale. Le don est composé de riz, huile, lait, sucre, pâte alimentaire, entre guillemets spaghetti, et puis tomates, et puis l'eau, sucrerie, tapis de prière. Ces dons ont été distribués aux musulmans ainsi qu'aux non-musulmans. Autre chose à présent, Force 2000 Jeunes et ses partenaires financiers ont rencontré les femmes leaders du district autonome d'Abidjan pour financer des projets d'ici à la fin de l'année pour renforcer leur autonomisation. Retrouvons Assita Diara. L'autonomisation des femmes au cœur d'une rencontre entre l'ONG Force 2000 Jeunes, dirigée par Gberi, Obodji, Innocent et les femmes leaders du district d'Abidjan. 5000 femmes vont bénéficier dans les prochains jours de financement pour la mise en place d'activités génératrices de revenus. Cette action de l'ONG Force 2000 Jeunes vise à aider les femmes à se prendre en charge en vue d'assurer leur indépendance financière. Il faut chercher un financement pour pouvoir aider toutes ces femmes-là qui gèrent derrière elles du monde. Puis le président, son choix et sa vision, c'est de faire en sorte que tout Ivoirien se sente heureux chez lui. Et il met tous les moyens à disposition pour que les femmes et les jeunes perçoivent ces moyens-là. Et c'est pour ça que nous avons décidé de les accompagner. Donc mes femmes et moi sommes heureuses d'être à l'ONG Force 2000 Jeunes. Nous avons décidé de rencontrer la première dame, de la prendre comme notre marraine. La prochaine rencontre, ce sera à Treichville. Nous allons mobiliser plus de 5000 femmes pour vraiment dire à notre maman que nous sommes avec elle. Plusieurs accords avec des partenaires financiers et techniques ont été signés pour garantir les fonds alloués à ce projet. Direction la ville de Bouaké à présent, les stations de recherche du Centre national de recherche agronomique sont menacées d'occupation illégale par les populations riveraines, soit pour des lotissements ou pour l'agriculture. Ce sont plus de 21% du patrimoine foncier du CNRA perdu. Pour une solution durable et définitive à cette situation, le gouvernement a engagé des actions de sécurisation. Des précisions avec Soro Corona. Le patrimoine foncier du Centre national de recherche agronomique CNRA est fortement agressé. Ces sites de recherche et d'expérimentation sont utilisés illégalement pour l'agriculture et morcelés pour des lotissements par des populations riveraines. Avec une superficie de 27 000 hectares recensés en 1998 à sa création, il n'en reste que 21 000 aujourd'hui, soit 21% de perte. Pour mettre fin à cette situation et surtout protéger durablement le patrimoine foncier, le gouvernement a pris l'engagement de restaurer les terres du CNRA.
La 125e session du conseil d'administration du CNRA est consacrée à la restitution d'une étude sur la sécurisation foncière. Cette approche devrait permettre au conseil d'administration de répondre efficacement à la problématique liée au statut de ces terres ainsi qu'à leur sécurisation. À Bouaké, la direction générale et le conseil d'administration du CNRA mettent en place une stratégie de récupération. L'idée, c'était d'abord de faire l'état des lieux de ce patrimoine-là, après toutes les agressions et autres, où est-ce qu'on en est, et puis sur cette base-là, voir comment procéder pour sécuriser de manière définitive ces infrastructures. Face à cette situation plus qu'alarmante, plusieurs recommandations sont formulées. L'établissement des titres de propriété au titre de l'État pour le compte du CNRA. Deuxièmement, il y a la sécurisation physique du patrimoine. Et troisièmement, la sécurisation spatiale avec le drone pour surveiller tous ceux qui rentrent dans le patrimoine foncier du CNRA. Le Centre de recherche agronomique travaille à l'accroissement durable de la production et de la productivité dans les domaines agricoles et agro-industriels par la recherche sur les productions végétales, animales, forestières et par l'adaptation des innovations technologiques en milieu rural. À l'international, au Mali, cela fait tout juste un an ce lundi que la quasi-totalité des organisations politiques et de la société civile signaient la déclaration du 31 mars pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Plus de 4 ans et demi après le coup d'État d'août 2020 et plusieurs reports, aucune date n'est programmée pour l'organisation d'élections. La dernière échéance fixée par les autorités de transition elles-mêmes prévoyait la fin de la transition au plus tard au 26 mars 2024. Hors du continent, c'est un véritable coup dur pour Marine Le Pen en France. La chef de file du Rassemblement national a été reconnue coupable de détournement de fonds publics et condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet et à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate par le tribunal de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires fictifs du RN. Elle va faire appel, a indiqué son avocat ce lundi. Cette décision compromet fortement ses chances de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle en 2027. Marine Le Pen a déploré un jour funeste pour la démocratie française. Comme tout le lundi, parlons sport football. La 15e édition de la CAN des moins de 17 ans a débuté hier au Maroc avec la victoire du pays hôte qui s'est imposé 5-0 face à l'Ouganda. Demain, la Côte d'Ivoire débute sa compétition face à la Centrafrique. Cette explication entre Ivoiriens et Centrafricains sera très disputée, nous dit Jean-Sylvain Risso, notre envoyé spécial au Maroc. Se mettre en confiance avant la séance d'entraînement est un rituel pour ces éléphants U17. Une fois sur la pelouse du stade annexe du complexe sportif Mohamed V de Casablanca, les 22 joueurs sélectionnés pour la CAN au Maroc sont soumis à des ateliers de précision de passe dans un petit espace. Cette technique est l'une des recettes qui devrait permettre au commando ivoirien de lancer idéalement sa compétition face à la Centrafrique. Les attentes sont énormes au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons une assez jeune génération qui doit porter ce fardeau et essayer tout au moins de se mettre à la hauteur de ce que les dévanciers avaient déjà fait sur ce même sol. C'est une pression supplémentaire, mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de hisser la Côte d'Ivoire au plus haut niveau. Les enfants ont absorbé tout le travail qui a été effectué. Nous sommes là pour une évaluation et cette évaluation passe par un excellent parcours au cours de ce tournoi et je pense que nous sommes armés pour faire un très bon parcours. Honorer son pays dans cette compétition est aussi l'ambition de la Centrafrique, en dépit de son inexpérience. Tous nos matchs, on va les aborder tels qu'ils sont et je pense que nous avons des atouts. Nous avons des atouts pour oser parce qu'aujourd'hui, un match n'est jamais gagné d'avance et je pense qu'aujourd'hui, nous partons sur de grandes bases. Tous ces jeunes, je les ai pris en 2000, ils ont 10 ans, ils ont 11 ans pour certains et aujourd'hui, ils sont à leur première expérience en CAN. Et je suis serein parce que je crois à eux. Le travail, le béaba, tout ce qu'on leur a donné comme fondamentaux, je pense que j'ai cette confiance. Le match Côte d'Ivoire-Centrafrique se jouera ce mardi à 20h GMT au stade de Bérechid. Ngamble Konaté, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir.
Alors, les éléphantaux sont-ils prêts à relever le défi au Maroc, surtout qu'on a l'impression que nos équipes nationales de jeunes ne connaissent pas le même succès que leurs aînés? Ah oui, c'est vrai, parce que ça fait quand même 10 ans que les éléphantaux, on va dire U17, n'avaient plus disputé cette compétition-là. Donc, mais quand on prend, on va dire, les matchs de préparation, les stages internes et externes, les stages bloqués et tout, oui, on peut dire que les éléphantaux sont prêts. Les gamins du coach Bassirki Diabaté sont bel et bien prêts. Ils ont même, on va dire, disputé très récemment, on va dire, des matchs internationaux. 3-0 par exemple face au Cameroun, 7 buts à 1 face à la Somalie, 10 buts inscrits en 2 mois, 5 buts en moyenne. Oui, ils sont prêts. Donc, à aller, pourquoi pas, chercher une seconde étoile continentale de leur catégorie, puisque le dernier sacre, sinon l'unique sacre des éléphants, c'était en 2013. Lorsque Franck Yannick Essi était capitaine de cette formation. Et c'était au Maroc. Et ça tombe bien, on retourne encore au Maroc 10 ans plus tard. Donc on espère que ça va porter chance à nos éléphantaux. Oui, on peut l'affirmer, ils sont bel et bien prêts parce qu'ils se sont suffisamment préparés ici d'abord au niveau d'Abidjan et puis ensuite à l'extérieur avec des matchs internationaux qu'ils ont remportés brillamment. Donc on peut dire qu'ils sont prêts. J'allais en venir concernant la préparation de ces éléphantaux-là, des stages de formation avant de se rendre au Maroc. Oui, effectivement, des stages déjà ici au niveau de Benjaville, lesquels matchs, on va dire, amicaux ont permis donc à Bassirki Diabaté de revoir le positionnement de ces garçons. Vous savez que c'est un entraîneur qui a un style de jeu qui est très plaisant, fondé donc sur le collectif. Un peu comme le tiki-taka au FC Barcelone. Bassirki Diabaté, 51 ans, ex-coach du Racing Club d'Abidjan. C'est d'ailleurs lui qui avait offert le titre au Racing Club d'Abidjan en 2019. Donc il est entraîneur de cette belle formation ivoirienne depuis octobre 2022. Donc il a eu le temps de préparer ces garçons-là à l'occasion de ces matchs internationaux, sinon ces matchs amicaux, internationaux et puis des matchs ici également au plan national. Oui, on va dire que les garçons sont prêts. La Côte d'Ivoire est logée dans la même poule que la Centrafrique, l'Angola et le Mali. Est-ce que la qualité des adversaires des éléphantaux pourrait-elle les inquiéter? Oui, c'est vrai qu'on a quand même des adversaires de qualité, mais attention, il faudra peut-être faire la part des choses. Dès demain, on joue déjà contre la Centrafrique, qui a sa première participation dans cette compétition, mais ça n'enlève rien à la qualité donc, de l'effectif centrafricain. Le 1er déjà avril, sur le coup de 20h. Alors, on va affronter l'Angola le 4 avril, c'est-à-dire 3-4 jours plus tard. L'Angola, attention, leur meilleur parcours c'était en 2019, ils ont terminé 3e. On les affronte déjà lors de leur deuxième sortie. Et la troisième sortie des éléphantaux U17, ça sera face au Mali. Attention, le Mali, qui est une équipe qui a le même jeu, le même style de jeu que les Ivoiriens, ça sera le 7 avril pour déterminer probablement l'équipe qui va jouer donc, le premier rôle dans cette poule-là. Donc on affronte le Mali le 7. Le Mali qui est l'équipe, on va dire, entre guillemets, qu'on pourrait craindre parce qu'on les a quand même affrontés 2 fois, une victoire de part et d'autre. On les a battus en 2011, 2-1. Ils ont pris leur revanche en 2015 en nous battant 1-0. Donc ça sera un match très disputé face au Mali et l'Angola, mais on pense que la Centrafrique demain, ça devait pouvoir passer pour les Ivoiriens. Une compétition qui n'a pas de secret pour les éléphantaux qui l'ont déjà remportée. Oui, effectivement, c'était en 2013. Vous savez que nous avons découvert cette compétition en 1999, donc en 1997. La première participation ivoirienne remonte à 1997, où on avait malheureusement, on était sorti au premier tour. On a raté les 3 éditions, on va dire, qui se sont donc succédées. En 2005, on revient, où on a terminé 3e, en 2011, 4e, et c'est en 2013 qu'on a remporté dans cette compétition avec la génération de Franck Yannick Essier. Donc on a déjà gagné ce trophée-là, mais depuis 10 ans, on n'a plus participé à cette compétition. Donc on espère que le Maroc, où on avait gagné déjà en 2013, nous portera chance encore, puisque c'est le Maroc donc, qui reçoit la compétition encore cette année. En tout cas, bonne chance donc, à nos compatriotes. On espère que de futurs Didier Drouba, Yaya Touré, Adingra, Sébastien Haller et bien d'autres pourront émerger de cette équipe. Oui, absolument, puisque c'est dans ces sélections, on va dire, juniors, cadettes qu'on prépare quand même l'avenir. Oui, c'est possible, parce qu'en 2013, on avait Franck Yannick Essier, qui est aujourd'hui capitaine des éléphants, mais c'est en 2013, c'est lui qui était notre capitaine avec cette sélection U17. Donc on espère que les futurs Yaya Touré et Didier Drouba sortiront pourquoi pas de cette belle sélection ivoirienne qui est très attendue demain sur le coup de 20h face à la Centrafrique. Merci beaucoup Ngamble Konaté, superbement habillé d'ailleurs. Merci beaucoup. Et au plaisir de se revoir. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI2.